Madame, Monsieur, bienvenue. Il est 20h15, voici vos infos du soir. La province d'Azellal se remet doucement des chutes de neige et des températures. L'heure est au déblocage des routes et à l'approvisionnement de la population. Et si la procédure des visas pour la France était assouplie pour les demandeurs africains, c'est en tout cas la proposition portée notamment par le député français Mjid El Grab. Il est ce soir notre invité. Dans Demain à la Une, nous serons aux États-Unis où les services de sécurité sont sur les dents à 3 jours de l'investiture présidentielle. Vous verrez que Washington a des allures de ville morte. Et nous recevrons dans cette édition le ministre de la Culture, Othman El-Firdaous, nous dévoilera son plan d'action pour sortir les industries culturelles et créatives de la crise qu'elles traversent actuellement. Et direction donc pour commencer la province d'Azellal, l'une des parties du royaume les plus affectées par la vague de froid qui s'abat actuellement sur le pays. Il y est tombé en quelques jours jusqu'à 1 mètre de neige avec des températures avoisinant les moins 6 degrés. État des lieux avec Salima Ben Abou dans un reportage signé Hassan Houben, Adil Bouskri, Adnan Sayaladi. Brahim est transporteur. Il a décidé ce week-end de reprendre du service après presque 15 jours de repos forcé liés aux chutes de neige, au risque de se retrouver immobilisé. Il lui aura fallu 2 heures et le soutien des habitants pour atteindre le marché hebdomadaire de la petite localité de Ait Mohamed, unique source d'approvisionnement de ses habitants. L'axe principal a été déblayé, j'ai pu enfin me déplacer. Je transporte des produits de première nécessité, des céréales et le douar dans lequel je me rends est coupé du monde. Durant ces 15 derniers jours, il n'y avait plus de légumes, plus de sucre, plus de farine. C'était très compliqué. Les familles ont dû s'armer de patience et composer comme souvent avec les moyens du bord, à l'image de ce modeste poêle à bois artisanal utilisé pour se réchauffer. L'aide que nous apportons est précieuse. Nous ramenons du bois, nous nous occupons des enfants en parallèle, nous cuisinons sur le feu et le linge est porté à la rivière pour être lavé. Ici, le thermomètre est largement descendu en dessous de 0 degré ces derniers jours. Heureusement, des températures positives sont annoncées tout au long de la semaine prochaine. La neige qui a aussi fait son apparition dans plusieurs pays européens. Après la grosse tempête qui a déferlé sur la capitale espagnole, les flocons sont tombés sur la France, l'Angleterre et la Belgique. Tour d'horizon avec Oussama El-Bkhali. C'est devant une fine pellicule de neige que les Bruxellois se sont retrouvés hier, recouvrant le parc du Cinquantenaire, mais également la totalité de la Belgique d'une couche allant de 3 à 10 cm, donnant ainsi l'occasion aux amateurs de sculpter des bonhommes de neige. Un paysage similaire à un peu plus de 400 km de là, dans l'arrière-pays anglais à Fishingfield, les habitants de ce village du sud-est de l'Angleterre se déplacent sur un véritable tapis neigeux. Un paysage paisible, contrastant avec celui de Madrid, l'euphorie des batailles de boules de neige a fait place à une ambiance glaciale. La tempête Philomena y a causé plus d'1 milliard d'euros de dégâts, bloquant le trafic routier comme aérien. De l'autre côté des Pyrénées, l'Hexagone se porte mieux, malgré une vigilance météo orange concernant le tiers des départements métropolitains. À Montmartre, la balade ne saurait être interrompue par ces précipitations de pluie et neige mêlée. Plus au nord, à la frontière avec la Belgique, les Lillois revivent un air de Noël. Les toits et les parcs de la capitale des Flandres ont été entièrement enveloppés d'un manteau blanc. La France où le débat est rouvert autour des questions migratoires. Pas plus tard que ce matin, la présidente du parti d'extrême droite a plaidé pour plus de contrôle aux frontières. Et en milieu de semaine, ce sont 2 parlementaires, Sira Silla et Mjid El Grab, qui ont plaidé pour un assouplissement de la procédure de délivrance des visas par la France pour les demandeurs africains. Dans leur rapport, ils dénoncent des démarches longues et difficiles pour obtenir le titre de séjour. Et le co-auteur de ce rapport est avec nous sur ce plateau, Mjid El Grab. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes député franco-marocain de la 9e circonscription des Français établis hors de l'Hexagone. Diriez-vous que ces mesures de délivrance de visa que vous jugez trop compliquées dans votre rapport sont discriminatoires à l'encontre des demandeurs africains? Bonsoir et non, je ne dirais pas discriminatoire. C'est un peu fort, mais je dirais simplement qu'il faut un rééquilibrage entre les 2 ministères qui sont en charge de la délivrance des visas, le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay. On voit qu'à l'égard de l'Afrique, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la main et on voudrait que le Quai d'Orsay, et à travers le Quai d'Orsay, je salue
l'action de tous nos diplomates, notre ambassadrice au Maroc, Hélène Le Gall, notre consul général à Casablanca, Serge Mussetti, font un travail extraordinaire parce qu'ils ont eu le doublement de demandes de visa et ils ont fait face à cet afflux. Et aujourd'hui, on voit que le Quai d'Orsay, malgré la demande, a quand même un besoin de rééquilibrage par rapport donc moins de sécurité, plus de diplomatie. Vous demandez donc que les dispositions soient assouplies, on l'a compris, notamment pour permettre les regroupements familiaux. Est-ce qu'ils ont été encore plus compliqués par ces temps de pandémie? Absolument. Schengen, puisque les visas français dépendent aussi de Schengen, c'est-à-dire de l'Europe. Et Schengen, depuis mars dernier, s'est fermé. Donc les regroupements familiaux ne faisant pas partie des voyages à besoins impérieux et donc à motif impérieux donc, ont été tout bonnement arrêtés. Donc il y a des centaines de dossiers qui se sont retrouvés suspendus. Des drames humains catastrophiques, des familles séparées, des cas. Moi, avec mon équipe parlementaire, nous recevons des dizaines et des dizaines de demandes par semaine de cas qui sont terribles. Donc nous avons, avec ma collègue Sira Silla, sollicité le ministère de l'Intérieur pour dire réouvrons la possibilité aux familles de se retrouver. Alors vous militez aussi en faveur de l'attribution de plus de passeports talents à des ressortissants du continent. Alors sur cette question, comment trouver le bon équilibre entre le soutien à ces profils talentueux que vous visez et la nécessité de ne pas priver l'Afrique d'une partie de ses cerveaux? Le président de la République, Emmanuel Macron, en 2017, avait fait un grand discours à Ouagadougou où il avait parlé d'une révolution des mobilités, une circulation entre le nord et le sud. Et donc nous faisons appel à ce discours en disant tout simplement les talents africains doivent pouvoir circuler comme les Français peuvent circuler, c'est-à-dire avoir un mouvement du nord vers le sud sans contrainte et avec une fluidité beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, on le voit, pour aller, les Chinois qui veulent venir en Europe, ils peuvent avoir des visas en 48 heures et nous appelons à ce qu'il y ait plus de visas en 48 heures, notamment pour l'Afrique et pour notamment les talents africains. Mjid El Gharab, je rappelle que vous êtes député de la 9e circonscription des Français établis hors de l'Hexagone. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'Afrique, tenez, restons-y avec le président guinéen qui se fait vacciner contre le Covid-19. Alpha Condé, 82 ans, s'est fait administrer la première dose du traitement russe baptisé Sputnik 5 dans le cadre d'une phase pilote. Celle-ci n'a bénéficié pour l'heure qu'aux membres du gouvernement n'ayant pas déjà contracté le virus et des volontaires d'un certain âge. Quelques 2,5 millions de doses sont attendues d'ici la fin du trimestre dans ce pays de 12,5 millions d'habitants qui a enregistré jusque-là 14 000 cas de contamination et moins d'une centaine de décès. Et pour ce qui est du Maroc, sachez qu'en 24 heures, 806 cas ont été recensés. Dans le même temps, 988 guérisons ont été relevées et malheureusement, 31 décès sont à déplorer. Une pensée particulière donc ce soir pour nos disparus à travers notamment cette initiative menée dans l'Oriental. Des jeunes de l'Ayoun Sidi Mellouk se sont mobilisés pour nettoyer et restaurer le cimetière de la localité. C'est la première info de ce tour d'horizon des régions en 80 secondes, piloté par Jaziel Hammari. À quelques kilomètres d'Oujda, la petite ville de l'Ayoun Sidi Mellouk, où le cimetière Sidi Makhour a subi une grande opération de nettoyage, des jeunes bénévoles ont décidé de se mobiliser pour ce lieu oublié de tous afin de déblayer et ramasser les déchets, une manière de sensibiliser les visiteurs à la préservation de ce lieu sacré. Près d'Agadir, dans la province de Ch'touka Aït-Baha, ce n'est plus à bord de ces pick-up que ces ouvrières agricoles se rendront au champ, mais dans ces minibus. Cette action mise en place en partenariat avec l'INDH a pour but de renforcer leur sécurité, une initiative qui vise in fine à acquérir 11 véhicules pour 4,2 millions de dirhams. Al-Ayoun, l'institut spécialisé de technologie appliquée, propose désormais 5 nouvelles filières, des formations censées répondre aux besoins du marché du travail dans la région, de l'automobile à l'électromécanique en passant par l'éducation à la petite enfance et l'infographie. Ces cours profiteront aux plus de 2000 stagiaires accueillis dans ces locaux.
Du côté de Dakhla, cette table ronde a réuni à l'occasion du 77e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance chercheurs et experts, l'occasion d'évoquer le rôle des États-Unis d'Amérique dans l'indépendance du Maroc après la conférence d'Anfa en 1943 et le rôle primordial joué par feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez surtout pas. Dans un instant, vous saurez ce qu'il y aura demain à la une de vos journaux grâce à la revue de presse de Mamadou Dieye. Vous serez aussi au fait de l'actualité sportive du moment grâce à la chronique de Jamel Oualem. Et vous découvrirez en avant-première le tout nouveau film de Lotfi Eidjaoui dans lequel tourne Esma Khamlichi, l'actrice, et ce soir notre invitée, et elle nous parlera de ce dernier rôle. Mais avant cela, rendons-nous aux États-Unis, dans la capitale. Depuis hier, Washington a des allures de cité bunkerisée. Les déplacements y sont très limités et les forces de sécurité sont déployées en nombre. Tout est fait pour éviter le moindre débordement lors de l'investiture de Joe Biden mercredi prochain. Rizlan Taibi. La capitale fédérale américaine est méconnaissable. D'habitude trépidante, elle s'est transformée en camp retranché depuis quelques jours. Pennsylvania Avenue, la grande artère très animée où se déroule traditionnellement la parade présidentielle le jour de l'investiture, est étrangement silencieuse et la circulation y est interdite. Au Capitole où Joe Biden prêtera serment mercredi, outre les parapets en béton et les grandes clôtures grillagées qui interdisent même l'accès des rues aux piétons, des centaines de sentinelles équipées de fusils d'assaut et de gilets pare-balles montent la garde. En contrebas, le National Mall sera fermé au public. Seules les personnes dûment accréditées seront autorisées à pénétrer dans la zone où traditionnellement se rassemblent par centaines de milliers les partisans du président élu. Afin d'éviter, comme la semaine dernière, des débordements incontrôlés, plus de 15 000 soldats de la garde nationale ont été mobilisés, soit plus que les contingents américains en Afghanistan et en Irak réunis. Retrouvons à présent le spécialiste des États-Unis, François Durper. Bonsoir. Une première question, vous êtes en direct avec nous de Paris. D'abord sur le contexte de cette transition, c'est aussi agité qu'inédit. Oui, Wadi, vous savez, c'est très particulier cette investiture qui se prépare pour mercredi prochain. D'abord parce que le président Donald Trump ne sera pas là, et ça c'est quand même très rare dans l'histoire du pays. Et puis aussi parce que c'est une investiture sous la menace des groupes d'extrême droite, des supporters de Donald Trump. 20 000 hommes sont dépêchés de la garde nationale. Et en tout cas, la vice-présidente l'a dit, Kamala Harris, il est hors de question de faire cela en catimini. Il faut qu'il y ait une cérémonie. C'est finalement la démocratie américaine qui doit se sortir de cette mauvaise passe. François Durper, vous connaissez bien notre continent également. Quels devraient être à ce propos les contours de la politique africaine de l'administration Biden ? Oui, la priorité pour Joe Biden, c'est le premier ingrédient dans sa relation à l'Afrique, c'est le respect. Vous vous rappelez de l'expression de Donald Trump, « shit all countries ». Il va falloir redonner du respect à l'Afrique. Et on dit souvent aux États-Unis, policy is people. La politique, c'est d'abord des hommes et des femmes. Ce sont des équipes. Et on a un premier nom, c'est Linda Thomas-Greenfield. C'est l'ancienne ambassadrice du Liberia qui va devenir l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Ça rassure quand même beaucoup les diplomaties africaines. C'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. Il faudra aussi des actes, notamment en matière d'échanges commerciaux. Et puis un premier symbole, il faudra annuler le travel ban qui empêche un certain nombre de ressortissants africains d'espérer toute possibilité de migration aux États-Unis. François Durper, vous l'avez suivi aussi de près la décision historique de Donald Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Comment Joe Biden pourrait se positionner sur ce dossier ? Ce que l'on peut dire, c'est que Joe Biden ne fera probablement pas comme Donald Trump. Donald Trump ne respectait pas la parole des États-Unis. Joe Biden, lui, va respecter la parole des États-Unis et donc il va sans doute respecter ce qui a été dit et promis le 10 décembre dernier, la marocanité du Sahara.
Joe Biden, c'est quelqu'un qui, en 47 ans de vie politique, a tenu ses engagements. Et puis, au-delà de cette question saharienne, il y a la question des relations avec le Maroc. Et vous savez que les 3 milliards qui ont été décidés pour les secteurs bancaires, pour les secteurs du tourisme et de l'énergie, eh bien, les Américains tiennent sans doute à respecter cette parole-là. Lutte contre le terrorisme, c'est un autre des axes de proximité entre les deux pays. Évidemment, coopération militaire également, qui fait que le Maroc est depuis maintenant plusieurs années le meilleur partenaire des États-Unis hors OTAN. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et il y a fort à parier que l'administration démocrate respectera ses engagements. Merci beaucoup François Durper, spécialiste des États-Unis. Vous étiez en direct avec nous de Paris. Et en attendant mercredi, qu'y a-t-il à la une de vos journaux? C'est Mamadou Dieye qui va nous le dire. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Et on commence avec les hebdos. Bonsoir Wadi. Effectivement, dans les colonnes de Challenge, nous retrouvons la généralisation de la protection maladie et sociale, la mesure qui entre dans sa phase première cette année. Et avant la fin de l'année 2022, la couverture médicale devra bénéficier à 22 millions de personnes. Et pour sa part, la Vie Éco s'est intéressée à une étude d'impact qui a été menée au courant du deuxième semestre 2020, montrant la résilience des banques face au choc de la pandémie. Le journal est revenu sur quelques éléments qui pourraient tout de même constituer un risque à cette résilience, notamment les pertes d'emploi ou encore l'amenuisement de l'épargne. Finance News parle des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours un peu partout dans le royaume. Conséquence, les réserves en eau ont connu un niveau record, un taux de remplissage de 44,4% au 14 janvier 2021. Alors il y a aussi, Mamadou, de quoi être optimiste avec le prochain classement Doing Business du Maroc, et c'est dans nos quotidiens. Le top 50, oui, à portée de main, c'est en une des inspirations éco. Pour le cas du Maroc, la grande réforme des sûretés mobilières pourrait être l'élément déterminant à ce prochain classement prévu au mois de mars. Rappelons que le Royaume était classé 53e l'année dernière. Et autre élément de cet environnement favorable aux affaires, c'est l'enveloppe d'investissement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui a atteint un niveau record en 2020. À voir dans le quotidien Le Matin, le journal précise que ces investissements ont triplé sur une année pour atteindre les 742 millions d'euros. Et vous retrouverez demain à la une d'Al Bayan cette conférence ministérielle autour du soutien à l'initiative d'autonomie. 40 pays avaient pris part vendredi à cette conférence pour rappeler à une résolution de ce dossier sur la base unique de la proposition marocaine. Merci beaucoup Mamadou, à la semaine prochaine pour votre revue de presse. Chaque semaine, nous vous proposons des visages d'acteurs de l'actualité et on commence avec cet homme politique allemand. Armin Laschet vient d'être élu à la tête de la CDU, le parti d'Angela Merkel, à qui il succède, et il est pressenti pour devenir le prochain chancelier. Ce boulanger s'appelle Stéphane Ravaclet. Il a réussi à faire plier l'administration française après une grève de la faim contre l'expulsion de son apprenti guinéen qui était sans papier. Finalement, Lai, c'est son nom, sera régularisé. Les amateurs de BD vont certainement reconnaître Hergé, le papa de Tintin, et cette semaine, l'une de ses planches qu'il avait proposées pour la couverture de l'album Le Lotus Bleu a été vendue aux enchères 3,2 millions d'euros. C'est un record. Enfin, cette artiste britannique s'appelle Charlene Spiteri et c'est la leader du groupe Texas qui vient de sortir un nouveau titre intitulé High et dont vous entendez les premières notes. Et c'est sur High de Texas
puisque nous accueillons le ministre de la Culture, mais aussi de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir, Atman Ferdaous, bienvenue. Nous allons évoquer avec vous le contrat programme conclu le 6 janvier dernier, notamment avec votre ministère et la CGEM. Alors il prévoit 4 mesures phares, on va les voir s'afficher dans un instant. La préservation de l'emploi à travers le versement jusqu'au 31 mars 2021 d'une indemnité de 2000 dirhams, le soutien économique et financier à travers le prolongement des délais de remboursement des crédits, le renforcement de la commande publique et le lancement d'un chantier pour la gouvernance et la représentativité. À quoi est-ce que ces mesures répondent-elles? À quelle réalité cela correspond? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, il faut rappeler qu'au Maroc, d'après les indications du HCP, la dépense moyenne par Marocain en termes de culture et de loisirs, elle est que de 400 dirhams. 400 dirhams en général. Donc pré-Covid, déjà la situation était difficile pour le monde de la culture. Et on a une crise du tourisme qui est le principal donneur d'ordre de la culture au Maroc, donc moins 80% de chiffre d'affaires pour le tourisme. On a une crise du mécénat qui était une grande partie des financements de ces acteurs culturels. Et donc on a les festivals qui ne se tiennent plus. Vous savez que pour 1 dirham investi dans un festival, il y avait à peu près une quinzaine de dirhams de retour pour la ville qui abritait. Donc vraiment, on a une situation où on a besoin de soutenir et de nourrir ce tissu d'entreprises et de TPE surtout. Souvent, ce sont des TPE culturelles qui peuvent avoir l'air très petites et pas du tout importantes, mais en réalité, elles sont stratégiques pour toute la chaîne de valeur. Des maillons essentiels, effectivement. Alors, comment est-ce que vous allez mettre en œuvre ce contrat programme ? Alors l'idée, c'est que ça concerne un certain nombre de secteurs, les industries culturelles et créatives. Donc là-dedans, il y a le cinéma, il y a le monde du livre, les arts vivants, le spectacle vivant, les festivals, l'enseignement culturel, etc. Et là-dessus, il y a deux approches. La première, c'est d'abord de soulager la trésorerie des entreprises, parce qu'on a besoin que ces entreprises qui sont déjà à leur maximum d'endettement, on a besoin de soulager leur trésorerie. Donc comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de mesures de report de charges de CNSS, de moratoire de crédit bancaire avec le GPBM, d'exonération fiscale pour les compléments de revenus qui sont versés à ces employés. Et puis, il y a la deuxième partie qui concerne la dignité des employés, c'est-à-dire qu'on a mis en place, vous avez dit indemnité forfaitaire, c'est une indemnité les 2000 dirhams, oui. Voilà, c'est une indemnité forfaitaire qui est destinée c'est un chômage partiel en réalité, c'est-à-dire que les entreprises qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires et qui souhaitent mettre en arrêt partiel d'activité certains employés peuvent les inscrire à la CNSS pour obtenir cette indemnité de chômage partiel. Et cette mesure-là, elle s'inscrit en fait dans une approche globale, puisque finalement, vous le disiez, la pandémie, elle a mis en relief les fragilités qu'il y avait dans ce segment-là. Vous envisagez de mener une politique plus globale. Est-ce que vous en avez à la fois le temps et les moyens ? Vous savez, l'exercice ministériel, c'est une course de relais. Donc il faut courir le plus fort possible et passer le relais à la personne suivante et en le récupérant bien. Je crois que vous avez mis le point sur l'idée de cohérence de l'écosystème culturel. Une des mesures qui figure dans ce contrat programme, c'est justement de tenir une promesse qui avait été faite lors des assises des industries culturelles en 2019, qui était celle de la mise à niveau statistique du secteur. Vous savez, ce qui est très difficile pour ce secteur, c'est d'être vraiment pris au sérieux du point de vue économique. C'est de dire, nous ne sommes pas un secteur de charge, nous sommes un secteur d'investissement où il y a des retours. Et donc c'est très difficile de le dire quand vous n'avez pas un système statistique économétrique en place qui vous permet de dire, voilà, pour chaque dirham que vous allez mettre dans ce secteur, vous allez récupérer tant d'emplois et de valeur ajoutée. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a une des mesures qui est importante, c'est la création de la plateforme digitale. Ça, c'est inspiré par une recommandation du CESE qui avait dit que pour l'inclusion des jeunes dans le monde de la culture, il faut recourir à ces outils digitaux. Et là-dessus, je crois que le Covid et la crise sanitaire ont été une opportunité formidable pour faire avancer un certain nombre de chantiers de digitalisation qui sont très importants. Et là, le digital, effectivement, est essentiel. Il n'a pas été uniquement dans l'univers culturel. Merci beaucoup, Atman Ferdaous, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La transition est toute trouvée puisque nous allons parler maintenant de cette performance sportive. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a battu hier le record du monde du triple saut en salle. C'était à Aubière, en France, avec un saut à 18 mètres et 7 cm. À 27 ans, il succède à Teddy Tamgo, recordman en 2011, qui n'est autre que son actuel entraîneur.
On pourrait lui donner la médaille d'or de la triple info dans une chronique en studio. Jamel Oualem nous a rejoint. Bonsoir Jamel. Bonsoir Wadir. Et on commence avec le CHAN, c'est du foot. Tout à fait Wadir. Les Lions de l'Atlas vont commencer demain la défense de leur titre acquis en 2018, un match face au Togo dans l'antre de Douala au Cameroun. Les hommes de Hussein Ammouta sont placés dans un groupe C composé du Togo donc, du Rwanda et de l'Ouganda. L'objectif est clair pour les joueurs de Botola, c'est de remporter une nouvelle fois le CHAN et faire la promotion du championnat du Maroc. Votre pronostic pour le match? Écoutez Wadir, le Maroc est favori donc je pense 2-0. Et vous? Moi, je dirais 3-0. Allez, soyons optimistes. Foot toujours avec ce joueur marocain qui a la cote en Italie. Achraf Hakimi, tout à fait, réalise un très bon début de saison avec sa nouvelle équipe de l'Inter Milan. Mais là, il y a des compliments qui font plus plaisir que d'autres. La légende brésilienne Ronaldo, qui a joué à l'Inter et même au Real Madrid, le club formateur d'Achraf Hakimi, s'est exprimé en des termes élogieux sur le Marocain dans la presse italienne. Il a dit que c'était l'une des meilleures recrues des 10 dernières années et que s'ils avaient joué ensemble, ils seraient allés à une vitesse indécente. Je suis certain que cela comble de joie Achraf Hakimi, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 17 matchs de championnat italien. Ronaldo qui aurait bien besoin de se remettre au footing. Le palmarès de cette compétition de cartes. Et oui, Wadir, une semaine après une première étape à Ben Slimane, la Coupe du Trône de karting s'est conclue aujourd'hui à Agadir. Ce sont donc Zakaria Mediouni en catégorie KZ Masters, Ali Benihia en KZ ou encore Omar Zanier en Rotax Senior qui ont remporté la coupe. Organisée sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports automobiles, cette compétition a connu la participation de 29 pilotes venus des 4 coins du Maroc. De 7 à 45 ans, tous ont fait crisser les pneus sur la magnifique piste d'Agadir. À l'issue de cette compétition, l'équipe nationale va être constituée pour participer au mois de mars prochain à la Coupe MENA à Oman avec l'objectif de remporter le trophée. On se fera un de ces quatre, une petite course de cartes du côté de la côte. Avec grand plaisir. Et on verra qui gagne et on fera une brève. Même si vous perdez, il faudra le dire. Merci beaucoup en tout cas Jamel et à la semaine prochaine pour l'actu sport et l'infosport. C'est une grande sportive que l'on va recevoir tout de suite. D'ailleurs, elle a animé par le passé une émission de remise en forme sur 2M. Et oui, mais c'est en tant qu'actrice et vedette du 7e art que nous le recevons ce soir. Esma Khamlichi est en tournage actuellement dans la région de Marrakech, un film réalisé par Lotfi Eidjaoui, dont vous voyez les images du tournage en avant-première. Shtah, c'est son titre, fait référence à un pan de notre culture populaire et celle qui tient l'un des principaux rôles a fait le déplacement depuis la Cité Ocre pour venir nous en parler. Et Esma Khamlichi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Esma, ravi de vous accueillir et bienvenue. Vous êtes finalement ici chez vous, je disais. Vous avez animé une émission, une rubrique sportive. Il y a très longtemps. Il y a quelques temps, pas si longtemps que ça. Sur 2M, c'était. Oui, tout à fait. Alors mise en forme. De mise en forme. Et alors là, donc, vous jouez dans un nouveau film, un nouveau rôle. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes retrouvée sur ce tournage. J'ai été appelée par Amin Chafei, directeur de casting, qui m'a parlé un peu du film, du sujet, et tout de suite, j'étais intéressée. J'ai dit, il faut m'envoyer le scénario, je l'ai lu. Et là, j'ai trouvé un sujet touchant, sensible et avec un message. Et vous y jouez donc une maman qui s'inquiète pour sa fille? Qui ne s'inquiète pas vraiment, mais elle l'encourage à vivre sa vie et plutôt réussir sa vie que de réussir dans la vie. Alors cela fait 6 ans qu'on ne vous a pas vu au cinéma, si je compte bien, depuis 4 ans. 4 ans. Le Paris Pimenté, c'était quoi, 2015? 2015, 2016, 2015, oui. Pourquoi ça fait 5 ans. Oui. Pourquoi une si longue absence, Esma Khamlichi? Des fois, on a besoin d'être un peu, de se retrouver avec soi-même. Et j'ai eu la chance de vivre dans une île en pleine nature
Et ça m'a convenu et c'est très bien, c'est pour mieux revenir. C'est pour mieux revenir et donc vous marquez votre retour. L'autre grand amour de votre vie, c'est la danse. Oui. Vous avez fait partie du ballet théâtre Zinoun pendant 10 ans. J'ai découvert ça en creusant votre bio. Vous avez donné des cours de danse classique également. Oui. À quand un spectacle autour de la danse ? Pardon ? À quand un spectacle autour de la danse ? J'espère plutôt un film autour de la danse. D'ailleurs, le film que je tourne actuellement... Oui, il s'appelle Chtah, donc effectivement, on est dans cet univers-là. Tout à fait. Espérant que je trouverai quelqu'un pour développer un sujet là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment me toucher. Et aussi, j'ai les compétences pour... Ça, j'ai pu le voir notamment quand on était à Jazirat El-Kenz. Je le disais, vous êtes aussi... Il y a 5 ans d'ailleurs. Il y a 5 ans à peu près, absolument. Vous êtes une grande sportive, vous avez fait de la télé. La télé, ça vous tenterait ? Vous avez assisté avec nous au déroulé du journal là, en direct, vous étiez dans les coulisses. Est-ce que le frisson de la télévision c'est possible, n'est pas réapparu ? Pourquoi pas dans les domaines que j'aime, comme par exemple le bien-être en général, que ce soit le yoga, la nutrition, dans tout ce domaine qui me plaît. On me dit dans l'oreillette que vous feriez une très bonne chroniqueuse dans Sabahiyat, ça pourrait vous tenter ? On va voir ça. Pourquoi pas, c'est à discuter. Vos projets à l'avenir, au-delà de la télévision et du cinéma, vous êtes sur des choses en particulier ? Je préfère garder le secret. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous êtes une grande passionnée de voyage. C'est aussi une autre grande passion de votre vie. D'autres voyages en perspective, des découvertes ? J'aimerais bien, j'ai jamais été en Inde et pourtant j'adore ce pays. J'aimerais bien le découvrir. Et ben voilà, vous partagerez avec nous puisque vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux. En tout cas, je partage mes croyances, mais ce que j'aime avec les gens. Et si ça peut influencer les gens dans le bon sens, je serais vraiment ravie. En tout cas, nous on était très ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau Asma Khemlichi. Et si vous cherchez une autre destination que l'Inde, tenez, je vous propose d'aller en Égypte. Le pays vient de dévoiler de nouveaux trésors archéologiques dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Il se compose notamment d'une 50aine de sarcophages vieux de plus de 3000 ans, un papyrus d'environ 5 mètres, des masques, des embarcations en bois et des jeux anciens. Tout cela a été découvert tout récemment et dévoilé aujourd'hui. Ça se trouvait près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la 6e dynastie de l'ancien empire égyptien. Il me reste à vous rappeler les principales informations de ce dimanche 17 janvier. La mobilisation générale dans la province d'Azellal pour désenclaver les populations et débloquer les routes envahies par des dizaines de centimètres de neige. La mobilisation de Mjid El Gareb pour faciliter la procédure des visas français aux demandeurs du continent. Le député français a plaidé sur ce plateau en faveur d'un assouplissement des règles de regroupement familial notamment. Enfin, la mobilisation politique pour sortir les industries culturelles et créatives de la spirale infernale dans laquelle elles sont empêtrées depuis le début de la pandémie, comme nous l'a confié le ministre de la Culture, qui était ce soir notre invité. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos propositions, vos idées, vos sujets et autres événements via notre adresse mail infosoirweekend@2m.ma. Dans un instant que du sport, suivi d'Al Messaïa, présenté par Houssine Ouzig. Juste après, ne manquez pas le doc dans Des histoires et des hommes. Demain, c'est Ihsan Benbel qui vous accompagne en semaine. Nous, on se retrouve le week-end prochain, même heure, même endroit.